Merci. Alors, sur la santé, comme mes camarades, on va commencer par le bilan. Et effectivement, à travers tous les échanges qu'on a pu avoir avec tous ceux qui se sont sentis motivés, intéressés, concernés par la santé, et puis aussi à travers les échanges avec les experts que nous avons rencontrés, on vous cite quelques indicateurs de santé publique habituels sur lesquels, effectivement, on a du progrès. En 50 ans, les Algériens et les Algériennes ont gagné 25 ans d'espérance de vie. Elle est aujourd'hui à 72 ans, alors qu'elle était à moins de 50 ans il y a 50 ans. Point très important en termes de santé publique, les mortalités infantiles et maternelles ont été divisées par 7. Donc un progrès là aussi remarquable. Et puis, d'un point de vue quantitatif et de moyens, on a en 50 ans 10 fois plus de lits hospitaliers en Algérie et puis 50 fois plus de professionnels de santé, des médecins et des paramédicaux. Donc, on a progressé. Pour autant, quand on regarde les comparatifs qu'on a fait avec les pays du benchmark, qui eux aussi partaient pour certaines situations à reconstruire ou à construire complètement, eh bien on se rend compte que les autres pays ont encore plus progressé que l'Algérie et on a encore de nombreux progrès à faire. Premier point, d'un point de vue sanitaire et épidémiologique, on a aujourd'hui encore en Algérie des mortalités maternelles et infantiles qui sont anormalement élevées et très préoccupantes. Donc là-dessus, il y a encore des progrès à faire. On constate aussi, depuis quelques années, une résurgence de maladies infectieuses qu'on avait oubliées, qui avaient disparu. C'est par exemple des maladies transmissibles hydriques. C'est par exemple la tuberculose qui se développe à nouveau. On a encore en Algérie, et pour autant on le dit au quotidien parmi nos proches, un accès qui reste difficile et inéquitable aux soins, aux justes soins, avec par exemple des ruptures récurrentes dans l'approvisionnement en produits de santé. Bon, je ne vais pas vous redonner les chiffres et les indicateurs qu'on lit dans la presse sur les ruptures de médicaments, on les vit au quotidien dans nos entourages, dans nos familles. Autre point de progrès, la part de reste à charge des ménages dans le financement de la dépense de santé. Aujourd'hui, un Algérien, une Algérienne peut se poser une question à choisir entre ses dépenses courantes et se soigner, parce que, à dire d'experts, on a entre 30 et 40% du montant de la dépense de santé qui sort de la poche, qui doit sortir de la poche du patient. Donc, quand il faut faire des priorités, parfois, on sacrifie sa santé. Et puis, on a clairement un fossé qui se creuse entre un secteur public qui de plus en plus a une vocation à prendre en charge la précarité et puis un secteur privé un peu diffus, peu cerné, mais qui a une vocation de plus en plus marchande. Et puis, point qu'on aborde également, ce sont des industries de santé qui sont aujourd'hui sans stratégie ni régulation suffisante, avec notamment une industrie du médicament qui reste majoritairement importatrice. Tout ça pour dire que par rapport aux pays auxquels on se compare, et même au système de santé moderne, aujourd'hui, la performance de notre système de santé, elle est plutôt faible. On investit beaucoup, il y a quand même beaucoup d'argent qui est investi, même si on est encore en deçà de ce que font les autres pays. Mais je dirais que pour un dinar investi, 100 dinars investis, 1000 dinars investis, le retour sur cet investissement en termes de qualité, d'accessibilité et de maintien en bonne santé est discutable. Alors, c'est quoi notre vision à 2020 d'un point de vue santé? Alors, je pense qu'on va passer quelques minutes sur cette diapositive parce que, au fond, j'espère qu'elle va vous donner envie d'aller regarder plus en détail tout ce que l'équipe a eu envie de proposer. Premier objectif, en fait, on dit le rêve est permis, et je dirais, moi, de façon un peu provocatrice, que oui, on pourrait imaginer qu'à 2020, l'Algérie
devrait être, comme tous les systèmes de santé modernes, un système de santé qui maintient ses citoyens en bonne santé. Et bien malheureusement, on n'en est pas là. Et donc, notre rêve va commencer par être un peu réaliste et on va y aller pas à pas. Et donc, première chose, c'est se positionner dans le top 5 du benchmark des pays avec lesquels on se compare sur la plupart des indicateurs de référence. On en a cité quelques-uns tout à l'heure. Et plutôt que d'être comme aujourd'hui dans les 5 derniers, on se dit il faudrait être dans les 5 premiers, on doit y arriver. Principe de réalité, optimisme, mais optimisme réaliste quand même, combler les failles majeures du système de santé. Alors, qu'est-ce que c'est là-dedans? C'est effectivement pouvoir accéder, quels que soient ses moyens, quelle que soit sa localisation géographique, au juste soin, à la bonne prise en charge, à sa juste place, avec des règles du jeu qui sont transparentes, qui sont partagées, des engagements réciproques, c'est-à-dire qu'on fait des contrats quand on est un acteur du système de santé, et puis le corollaire de ça, ce sont des contrôles et des sanctions positives, sanctions négatives, des incitations. Remettre chaque acteur à sa juste place, c'est que, par exemple, l'État et les tutelles ont un rôle à jouer d'anticipation, de poser des priorités de santé publique, de fixer des objectifs et de s'assurer qu'ils sont respectés, de mettre en place des dispositifs de contrôle, de régulation et d'incitation. Et on laisse les opérateurs agir, gérer au plus près. Certains disent, on pense en centrale et on agit en local. On dépense les moyens, on prend ses décisions en local, parce qu'on connaît ces territoires de santé, on connaît finalement les spécificités sur lesquelles il faut agir. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des chantiers qu'on a imaginés. Vous pourrez regarder ça tranquillement dans le rapport et s'il vous plaît réagir, nous interpeller, nous donner votre avis sur ce que vous en pensez, la façon dont vous verrez les choses. Pour autant, peut-être en retenir un ou deux. Premier le pied, évaluer pour améliorer. On n'améliore pas ce qu'on ne connaît pas en termes de est-ce que la qualité est au rendez-vous, est-ce qu'on a atteint les objectifs ou pas. Évaluer pour améliorer, c'est aussi se donner les moyens de transformer des ambitions en réalité concrète. Pourquoi on dit ça? On a été très frappés de voir que finalement, tout ce qu'on imagine, on n'est pas les premiers à les imaginer, nombreux sont ceux qui ont déjà eu toutes ces idées. Et il y a d'ailleurs un plan, une stratégie de la santé publique qui a été élaborée en 2006, qui reprend de manière assez remarquable tous les axes et toutes les priorités qu'il faudrait mettre en place. Où est-ce que ça pêche? Ça pêche à un endroit, c'est qu'on ne sait pas si ça a été mis en œuvre, on ne sait pas si les résultats ont été obtenus, et ça n'est pas partagé, il n'y a pas de débat transparent autour de ça. Et donc nous on dit, on y va, mais on commence par dire ce qu'on fait et d'aller vérifier si on l'a bien fait. Et si on l'a fait, est-ce que ça a eu des résultats ou pas et lesquels? Des programmes indépendants de certification de contrôle, des patients plus impliqués aussi pour donner leur avis, et des acteurs responsabilisés localement. Deuxième grand levier, donc l'accès équitable aux justes soins et aux services de qualité. Là-dessus, je vais peut-être commenter une mesure qu'on a évoquée autour du médicament. On n'avait pas vocation à traiter les industries du médicament dans notre réflexion, ça viendra ultérieurement. Pour autant, une des choses qu'on voudrait faire, c'est que le juste médicament, le juste produit de santé arrive au bon moment, au bon endroit, au bon patient. Et de façon provocatrice, on avait entre nous, dans les débats, dit il faut supprimer la PCH. Et ça a suscité même rien qu'entre nous, plein de polémiques et de débats. Et le sens de ça, c'est pas de dire il faut la supprimer pour la supprimer, il faut juste la repositionner, lui donner sa juste mission qui est celle de réguler, de contrôler, de poser des règles, et non pas de gérer le médicament. Vous le lirez en détail dans le rapport. Dernier point, dernier levier important, la complémentarité entre les secteurs publics et privés. Pour nous,
il est essentiel pour un système de santé moderne que tout l'effort ne repose pas que sur le public. Les finances de l'État, mon camarade économiste le disait tout à l'heure, ne sont pas infinies, et donc il y a forcément des choix et des priorités à faire. Et donc, pour ça, il faut aussi savoir se répartir les rôles entre différents acteurs. Ça va commencer par donner une place légitime, formelle, reconnue, mais donc aussi contrôlée, encadrée au secteur privé lucratif, pour qu'il ne soit pas qu'un secteur sans emprise et sans régulation. Ça va être une contractualisation avec l'État, avec ses opérateurs, et puis un autre chantier qui nous paraît moins important pour débloquer les choses, ça va être de donner un espace dans ce jeu entre le public et le privé, un type d'acteurs un peu intermédiaires qui sont privés, donc fondés sur l'initiative individuelle et l'envie de se développer et de gagner de l'argent, c'est pas honteux, mais avec un impératif, une volonté quand même de contribuer au service public hospitalier et de santé en Algérie. Ce troisième secteur, entre les deux, il peut être porté par des fondations, par des associations aussi, par des cliniques à but non lucratif, très comme à but non lucratif, et qui coopèrent et contractualisent avec l'État pour prendre en charge des parcours de santé, des types de pathologies un peu lourdes ou chroniques au long cours, et décharger ainsi le système public. Alors, le domaine de la santé est tellement vaste, le secteur est tellement compliqué, vous allez me dire, et on voit bien à travers votre présentation que le collectif FAMI a choisi des actions par rapport à d'autres. Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Pourquoi vous avez choisi ce genre d'action par rapport à d'autres? Vous allez me dire que tout est urgent dans la santé, il faut tout revoir. Vous avez raison, il y a plein d'autres sujets dont on n'a pas parlé là et qu'on a volontairement choisi de ne pas développer dans notre approche aujourd'hui. C'est par exemple la prévention, c'est par exemple la nécessaire complémentarité et intersectorialité entre l'économie, l'éducation. On n'a pas parlé dans les leviers de rupture non plus d'un chantier essentiel qui est la formation des professionnels de santé et des gestionnaires de structures de santé. On n'a pas parlé non plus, on n'a pas détaillé un élément fondamental qui est le financement du système de santé. On l'aborde un petit peu à travers les patients, on n'aborde pas d'un point de vue systémique pour que l'État sur la santé ne soit pas dans une logique de dépenses effrénée. On a fait ces choix parce que nous on s'est dit à 2020 c'est court, c'est quoi les priorités? D'abord il faut s'en donner, alors on fait des choix, on doit renoncer. Et puis, qu'est-ce qui va faire que ça bascule? Et ce qui va faire que ça bascule, c'est qu'on mette du contrôle, de la transparence, qu'on se dise des choses sur ce qu'on fait, ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi, ce qu'il faudra faire autrement, et que les gens, les acteurs engagés dans le monde de la santé, soient vraiment engagés, prennent des engagements et assument des responsabilités sur les objectifs qu'ils se fixent contractuellement. Voilà.